Depuis 1987, j'ai toujours préconisé par écrit la voie de la transition pacifique et de l'alternance démocratique. Le coup d'État du 24 décembre 1999 doit donc être condamné. Il en va de même pour tous les autres coups d'État. Mais surtout, il nous faut prévenir tous ceux qui croient qu'ils peuvent se servir du raccourci des coups d'État en lieu et place de l'alternance démocratique pour accéder au pouvoir. S'il est de la responsabilité des dirigeants d'éviter les conditions qui conduisent au coup d'État, je salue l'éveil de notre peuple qui saura nous en garder à l'avenir. Les dirigeants politiques doivent comprendre l'aspiration des peuples à la liberté, à la prospérité et à la sécurité. Cette résolution me rappelle simplement qu'il me faut moi-même respecter les règles du jeu établies par la Constitution et me conformer au programme de refondation pour lequel j'ai été élu. Notre Constitution mérite d'être mieux connue. Je reste convaincu, pour ma part, qu'une Constitution correspond toujours à l'histoire d'un pays. Les hommes légifèrent en effet par rapport à ce qu'ils ont vécu ou par rapport à ce qu'ils vivent. Les constituants ivoiriens de juillet 2000 n'ont pas fait autre chose. La modification de la Constitution n'est donc pas à l'ordre du jour. La première résolution du directoire du Forum propose la création d'un comité de juristes dont la mission sera d'harmoniser certaines dispositions de la Constitution en vue d'une meilleure compréhension de la loi fondamentale. Si l'objectif de cette résolution est bien la meilleure compréhension de notre loi fondamentale, en ma qualité de chef d'État, ayant le devoir de veiller au respect de la Constitution, je ne peux que m'en réjouir. C'est pourquoi il me semble qu'au-delà d'un simple comité de juristes, il faut organiser un colloque international regroupant des spécialistes de divers horizons. La question du statut d'ancien chef de l'État ne relève pas de ma seule volonté. Elle doit être réglée dans le cadre de la loi. Ainsi que je l'ai indiqué dans mon exposé devant le Forum, les droits afférents au statut d'ancien chef d'État sont définis par la loi 95-524 du 6 juillet 1995 et par le décret 97-210 du 10 avril 1997. Ces textes se sont révélés inadaptés à la situation actuelle de notre pays. Il nous faut donc tirer les leçons des insuffisances de notre législation en la matière. C'est pourquoi j'entends soumettre à l'Assemblée nationale un nouveau texte prenant en compte les situations actuelles et les nouvelles exigences de la démocratie. Concernant la résolution relative à la nationalité de M. Ouattara, le Forum a déjà indiqué la voie à suivre et je n'ai rien à y ajouter. Je note toutefois que ce débat n'a que trop duré. Il n'a fait que du tort à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'en appelle à la raison et au sens de la mesure de tous, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous avons tous compris que cette question ne relève pas du président de la République, mais bien du pouvoir judiciaire. Je sais que les procédures judiciaires sont complexes, qu'elles sont longues, et que nos juges sont démunis. Mais en même temps, quand des affaires touchent au domaine politique, je voudrais dire au ministre de la Justice et à tous les magistrats présents que la population a l'impression qu'on retarde les procès parce qu'on veut cacher quelque chose ou bien parce qu'on veut se cacher. On ne voit plus le dénuement du juge. Le manque d'hommes, on voit le chef de l'État. Je vous en prie, aidez-nous. Aidez-nous en allant vite.
Sur le procès du charnier de Bougon, le forum en a parlé. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Non pas que des hommes n'aient pas été condamnés, parce que c'est le juge qui décide s'il estime qu'il n'y a pas de charge contre ceux qui étaient dans le box. C'est à lui de le juger en âme et conscience, de les condamner ou de les libérer. Il a libéré. Mais ma conscience d'homme, de combattant de la liberté, de militant des droits humains, ma conscience de celui qui a créé la première organisation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, de celui qui s'est dressé contre toutes les exactions, ne peut pas accepter que toute cette situation reste dans le flou. On ne peut pas accepter de dire, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc allons dormir. On ne peut pas dormir. C'est pourquoi j'ai décidé de commettre ou bien une commission de juges ivoiriens, ou bien une institution judiciaire, mais ça, je discuterai avec les hautes autorités judiciaires du pays pour voir la meilleure forme, pour que toute l'enquête soit reprise à zéro, pour que toute l'enquête sur tous les événements depuis le 24 jusqu'en janvier 2001, toutes les enquêtes soient reprises à zéro. Je ne peux pas me satisfaire des demi-mesures. Je n'ai pas envie de mettre les gens en prison. Là n'est pas le propos. Nous avons convoqué ce forum pour nous pardonner. Mais nous avons dit vérité, repentance et réconciliation. Nous allons pardonner, mais pour pardonner, il faut connaître la vérité. Qui a fait quoi? Qui a tué qui? Qui a donné l'ordre de tirer? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Concernant la sécurité, le directeur du forum a recommandé des mesures urgentes de lutte contre l'insécurité. À la lumière de ces recommandations, je mesure combien le sentiment d'insécurité est profond dans nos sociétés. Il nous faut marquer un coup d'arrêt à la recrudescence de la criminalité et de la délinquance. Sur ces points, les préoccupations du forum rejoignent celles du gouvernement qui a déjà pris certaines des mesures préconisées en la matière. J'entends engager le gouvernement à aller plus loin dans la couverture du territoire national par la police et la gendarmerie, dans l'amélioration du ratio d'encadrement de la population, ainsi que dans le renforcement des moyens d'action et dans la moralisation des forces de sécurité. Je mettrai un point d'honneur à ce que tout ceci soit fait dans le plus grand respect des libertés publiques et des droits de l'homme. Dans notre pays, la justice est souvent indexée et accusée. Il en a été ainsi tout au long de ce forum. Or, notre système politique, la sécurité de nos rapports humains, commerciaux et civils doivent reposer sur la crédibilité de notre justice, sur le respect qu'elle inspire et suscite. Le besoin légitime de justice de nos compatriotes et des opérateurs économiques étrangers ou nationaux les conduit naturellement à exiger des magistrats qui les rendent d'être au-dessus de tout soupçon. Il s'agit aujourd'hui d'écarter de notre système judiciaire tout ce qui a pu fonder les opinions défavorables dont il fait l'objet. C'est le sens de mon engagement à ne jamais interférer dans les affaires qui relèvent de la justice. Plus qu'un principe, c'est pour moi une question de culture. Le temps où les princes pouvaient rendre la justice est révolu. La nouvelle constitution ivoirienne, en créant un pouvoir judiciaire en lieu et place de l'autorité judiciaire,
donne un fondement juridique à ce qui correspond chez moi à un engagement politique. Il n'y a pas de démocratie tant que la justice reste inféodée au pouvoir exécutif. Mais peut-on exiger de la justice qu'elle soit indépendante et efficace sans lui en donner les moyens? C'est pourquoi, en application des dispositions de la Constitution relatives à la justice, le gouvernement a déjà approuvé les projets de loi portant création des grandes institutions judiciaires que sont la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Ces projets de loi organiques sont devant le Parlement. Mais d'ores et déjà, le gouvernement prend des dispositions en matière d'organisation, de valorisation des ressources humaines, d'équipement et d'infrastructures afin d'assurer un meilleur fonctionnement à notre justice. L'indépendance du système judiciaire, tout comme l'intégrité du personnel de justice, reste fondamentale à mes yeux. Notre justice doit remplir avec conscience, dévouement et efficacité les fonctions que la nouvelle Constitution lui confère. La réforme du système sera globale pour que le pouvoir judiciaire soit exemplaire. La Côte d'Ivoire a été créée en tant que territoire autonome par décret en 1893. Le colonisateur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un bout de terre dans cette Afrique de l'Ouest où il y avait beaucoup de déserts, beaucoup de Sahel et peu de forêts. Le colonisateur français n'avait que quelques coins de forêt. La Côte d'Ivoire, le Dahomey, parce que le Togo n'était pas totalement colonie française. La Gold Coast, le Nigeria, disposait de grandes étendues de forêt. La Guinée aussi, comme nous. Alors il a fallu mettre en valeur ces lopins de forêt. C'est ainsi que le colonisateur a organisé le travail obligatoire, que nous appelons ici le travail forcé. 3 lieux principaux pour recruter les travailleurs obligatoires. Le pays Mossi, le pays Sénoufo et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà les 3 endroits principaux où on recrutait les travailleurs obligatoires. Et les quartiers d'Abidjan portent la marque de ces recrutements. Puis est arrivée l'élection de 1945. Sur proposition du député Oufou-Boigny, le travail forcé a été supprimé. Mais les besoins de travail demeuraient, puisque nous étions dans une situation de pré-machinisme. Il fallait produire sa machine. Donc il fallait toujours un travail bon marché. C'est une loi de l'économie. C'est ainsi que, à l'initiative des chefs d'entreprise, a été créé le SIAMO, syndicat interprofessionnel d'acheminement de la main-d'œuvre, en 1950, qui a continué à faire venir les mêmes travailleurs des mêmes endroits vers les plantations et vers Abidjan. Cela a duré jusqu'à l'indépendance. Les chiffres existent, mais je pense qu'ici, on n'est pas là pour s'abreuver des chiffres. À l'indépendance, un accord a été signé avec le gouvernement de Haute-Volta pour continuer à faire venir les travailleurs. Chers compatriotes, c'est de tout ça qu'il nous faut être conscients. Mais en même temps, il nous faut être conscients que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à avoir suivi ce modèle de développement. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe occidentale pour sa reconstruction après la guerre, la Deuxième Guerre. Mais à un moment donné, quand les besoins de développement ici, les besoins de la reconstruction là, ont été satisfaits, les gouvernants ont marqué l'arrêt
officielle de l'immigration. C'est ce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu faire. Aux États-Unis, une loi a marqué l'arrêt de l'occupation du Far West. Au Canada, une loi a marqué la fin de l'immigration. En France, le président Giscard d'Estaing a marqué la fin de l'immigration en 1974 en créant les cartes de séjour. Quand on s'est rendu compte de la perméabilité de ces dispositions, en 1986, le Premier ministre Jacques Chirac a institué pour les colonies pourvoyeuses d'immigrer les visas. De telles dispositions n'ont pas été prises en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et la carte de séjour instituée en 1990 l'a été tard. Voilà pour l'histoire. C'est tout cela que nous devons gérer. Donc nous devons gérer les descendants de tous ceux qui sont venus depuis la fin du XIXe siècle. Nous devons gérer ceux qui sont venus après l'indépendance et nous devons gérer ceux qui viennent aujourd'hui. Pour cela, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dispose seulement de 2 instruments. Le premier instrument, c'est le code de nationalité. Le code de nationalité, il est vrai, pose le problème du droit du sang et non pas du droit du sol. Comme presque tous les États africains d'ailleurs. Le code de nationalité de Côte d'Ivoire, voté en 1961, modifié en 1972, pose le problème du droit du sang. Mais il reste ouvert, contrairement à d'autres pays, et institue un mécanisme pour accéder à la nationalité ivoirienne. Ce mécanisme, je crois, est assez mal connu. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui veulent devenir ivoiriens fraudent, font des fausses cartes d'identité. C'est le devoir. C'est le devoir du gouvernement de rendre encore public ce code de nationalité qui est méconnu pour que tous ceux qui veulent demander la nationalité ivoirienne le demandent dans les règles de nos lois. Je m'avertirai très bientôt à dupliquer le code de nationalité, à le faire éditer, à le partager pour que nul n'en ignore. C'est le premier instrument dont nous disposons. Le deuxième instrument, c'est le décret que nous avons pris en février 2001, créant l'office de l'identification. Cet office comprend un volet pour la surveillance de l'immigration. Très bientôt, des lois vont être votées sur l'immigration. Un séminaire vient d'être fait à ce sujet. À partir de ce moment-là, nous allons en reparler. Mais voilà le développement que je voulais vraiment faire en tant que citoyen, mais aussi en tant que chef d'État, sur cette question qui est très souvent mal posée et mal perçue, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La gravité et la persistance des conflits et tensions liés à la terre et à l'occupation du sol risquent, si nous ne prenons garde, de compromettre durablement tous nos efforts d'intégration et de cohésion nationale. Fort heureusement, le domaine foncier rural, il me plaît de le rappeler, a fait l'objet d'une loi datant du 22 décembre 1998. Cette loi, fruit d'une large concertation menée avec les populations par les parlementaires, a été votée à l'unanimité de tous les groupes parlementaires. Aujourd'hui, le moment est venu d'élaborer et de mettre en œuvre les décrets d'application de cette loi, ainsi que le recommande le Forum. Je ne peux que saluer cette résolution à laquelle répond déjà l'installation effective au début de ce mois de décembre de la Commission foncière rurale. Celle-ci sera chargée de coordonner la mise en œuvre de cette loi partout sur notre territoire
pour enrayer les conflits qui opposent bien souvent Ivoiriens et étrangers, mais surtout, et on ne le dit pas assez, Ivoiriens entre eux-mêmes. Il s'agit là d'un chantier important de la politique de refondation auquel j'entends consacrer la plus grande attention. Notre réconciliation nationale, j'en suis convaincu, sera une vaine entreprise si nous ne clarifions pas la loi et au nom de la loi l'épineuse question du domaine foncier rural. Nous devons refuser et combattre toutes les formes d'exclusion. À mes yeux, l'exclusion sociale est grave et condamnable. C'est elle qui crée plusieurs catégories de citoyens, ce que le professeur Nyangura Bois a classifié dans les en haut des en haut, les au milieu des en haut, les en bas des en bas, etc. Nous devons préserver notre pays de toutes les formes de discrimination sociale. C'est pourquoi l'amélioration des conditions de vie des populations est une préoccupation inscrite depuis toujours au cœur de notre combat politique. Cependant, cette amélioration ne peut survenir que comme résultat de la politique économique et sociale que nous menons pour le redressement du pays. La priorité ici, c'est de mettre fin à l'isolement financier de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'y réussir. Sur la laïcité de l'État, la question est revenue plusieurs fois. En principe, le forum a fini son travail, mais je vais demander à Seydou Diarra et au directoire de rencontrer toutes les communautés religieuses. Parce que j'ai ma doctrine de la laïcité que j'ai apprise en étudiant l'histoire de la Troisième République française. Mais avec les discours qui ont été faits, je pense qu'il y a une divergence entre ce que je pense, ou bien entre ce que je sais, et entre ce qui est dit. Donc, je souhaite que le directoire, dans un ultime effort, aille rencontrer toutes les confessions religieuses et définisse avec elles Président Seydou Diarra, vous n'aurez pas de vacances si tôt. Et définir donc avec les confessions religieuses une plateforme qui peut convenir ensemble à toutes ces confessions religieuses comme étant porteuse de la laïcité de l'État. Après, nous allons confronter avec ce que nous savons, nous allons inviter donc, les représentants des confessions religieuses pour discuter et puis mettre au point un texte qui va être appliqué par l'État. S'il le faut, voilà. Donc, voilà ce que je vous propose, M. Seydou Diarra, en dessert. Voilà ce que je vous propose. L'éducation a un rôle important à jouer pour notre dynamisme économique, pour notre grandeur morale et pour notre cohésion nationale. La seule limite à notre commune volonté de réhabiliter l'école, ce sont les ressources financières qui ne permettent pas de disposer en nombre et en qualité de compétences humaines, d'infrastructures et d'équipements pédagogiques. Face à cette limite, nous devons nous mobiliser ensemble en faveur de l'école. Ne l'abandonnons ni au seul gouvernement, ni aux maîtres. Les familles doivent se réengager, les entreprises s'impliquer, de même que toutes les organisations de la société civile. Nous devons poursuivre ensemble les efforts déjà engagés. Malgré le scepticisme de certains, nous avons mis fin à l'inégalité de traitement entre enseignants. Ce décrochage a exigé des moyens importants, mais ce sacrifice était incontournable pour restaurer la cohésion du milieu scolaire et universitaire afin de relancer son dynamisme interne. La politique de la gratuité sera rationalisée et renforcée progressivement.
la construction d'infrastructures nouvelles est programmée. Nous devons maintenant ramener et préserver la paix dans l'école et autour d'elle, pour qu'avec nos modestes moyens, nous puissions en restaurer et renforcer la qualité. J'exhorte tous les partenaires de l'école à toujours recourir à la discussion, dans le cadre de comités de gestion ou d'instances équivalentes, pour trouver des solutions aux problèmes qui affligent notre système éducatif. Je demande instamment aux élèves et surtout aux étudiants de mettre fin à la violence qui défigure l'école. Chers compatriotes, il s'agit moins de réprimer la violence que d'éduquer à la paix. Il s'agit plus de réaliser l'insertion citoyenne des adultes et des dirigeants de demain que de chercher à interdire la politique à l'école. Un tel projet est condamné d'avance parce que nul n'en voit les modalités pratiques. Ensemble, luttons contre les maladies infantiles de la démocratie et enracinons-la dans toutes les sphères de notre société. Ne soyons pas impatients avec la démocratie. Ensemble, créons les richesses qui nous permettront de vaincre la désespérance de nos jeunes. Offrons-leur de meilleures conditions d'études et une formation digne des progrès technologiques actuels et en phase avec les besoins de notre économie. Donnons à nos jeunes de plus grandes chances d'emploi ou d'auto-emploi. Je m'engage, en proportion de nos moyens, à rendre notre communauté éducative plus sereine, plus performante et plus compétitive. Enseignants, élèves et étudiants, personnel administratif et technique, parents d'élèves, faisons-nous confiance mutuellement pour que l'école retrouve sa place de choix dans notre raison et dans nos cœurs. Sur la question du gouvernement d'union nationale, ma position n'a pas varié. Dès l'ouverture du forum et lors de mon audition, j'ai invité nos amis du RDR à venir rejoindre les autres partis dans le gouvernement. En cette séance solennelle de clôture, je réitère l'engagement que j'ai pris devant les présidents Eyadema et Kérékou à Yamoussoukro. Et je renouvelle mon appel à nos amis du RDR. Venez. Là-dessus, je vais faire un commentaire. Nous avons la chance en Côte d'Ivoire, je crois, de nous connaître tous et d'avoir entre nous des liens qui dépassent la politique. Comment je connais Gueye, comment je connais Bédié, comment je connais Ouattara, tout ça, comment eux me connaissent, des liens, les liens sont multiples. Mais chacun d'entre nous oh, je vous ai dit les liens sont multiples, je ne vous ai pas dit qu'ils sont douteux. Je ne vous ai pas dit qu'ils sont douteux. J'ai dit les liens sont multiples. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de problèmes s'amoncellent sur notre tête. Et chez moi, on dit, quand la calvitie arrive au village, qu'elle ne trouve plus des vieux, elle s'assoit sur la tête des enfants qu'elle trouve. Aujourd'hui, Bédié, Henri Konan, Gueye Robert, Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, nous sommes les vieux de la Côte d'Ivoire. C'est nous les vieux. C'est nous les doyens. C'est parce que c'est nous qui avons la responsabilité de conduire ce pays à la paix. On ne peut pas résoudre les problèmes de n'importe quelle manière. Tous les problèmes qui nous sont chers aujourd'hui, j'en suis convaincu, trouveront une solution. Je répète ce que j'avais déjà dit le 6 août 2000 à la fête de la liberté, ce qui d'ailleurs m'avait valu le sobriquet de l'allié au culte de Robert Gueye. J'avais dit ceci. Après les élections de 2000, il faudra former un gouvernement d'union. Et que les vraies élections pour nous départager se situeront en 2005.
C'est ce que j'ai dit en 2000. C'est ce que j'ai dit à l'ouverture du forum. C'est ce que je répète aujourd'hui. Si nous voulons nous compter, nous départager, nous le ferons. Chacun sous la bannière de son parti en 2005. Pour le moment, nous sommes dans des flots impétueux. Tenons ensemble la barque et allons vers les eaux calmes. C'est ça que je veux dire.